Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Charles, un étudiant, enfin, un Camerounais qui a fait partie du programme PEC-PG. Donc, dans la première vidéo, nous avons parlé du programme PEC-G. Et cette fois-ci, nous allons aborder donc le programme PEC-PG, n'est-ce pas? Donc, euh, on va faire comme dans la précédente vidéo où nous allons aborder bloc par bloc. OK, donc je vais en fait demander à Charles de se présenter et puis on commence après les présentations. Donc Charles, c'est à toi. Bon, mon nom c'est Charles Akono. Je suis un ex-étudiant. J'ai bénéficié de la bourse du PEC-PG. Je crois que j'étais en 2012 et j'ai terminé en 2014. Et actuellement, je suis ingénieur en intelligence artificielle ici au Brésil. Donc, je suis là ce soir pour partager mon expérience et mon parcours que j'ai eu durant cette bourse et donner un peu des conseils à tous ceux qui sont intéressés à suivre le même chemin, savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment est-ce qu'ils peuvent se préparer pour amorcer ce processus de sélection. Donc voilà en quelques mots la modeste personne que je suis. OK, merci. Donc, le premier bloc, c'est le suivant. Bon, déjà, il faut savoir que l'étudiant pourra faire sa formation, donc seulement maîtrise ou doctorat, gratuitement dans une des universités fédérales du Brésil. Euh, et compter avec un montant X par mois qui sera déposé donc par l'État brésilien dans le compte de l'étudiant qui veut faire une maîtrise avec une durée maximum de 24 mois, si je ne me trompe pas, et ou pour l'étudiant qui veut faire son doctorat avec une durée de 48 mois, n'est-ce pas? Et encore une fois, il faut savoir que l'État brésilien ne paye pas le billet d'avion pour arriver au Brésil, n'est-ce pas? Mais Bon, par contre, pour le billet d'avion retour de l'étudiant, là, le programme PEC-G paye le billet d'avion retour pour l'étudiant, n'est-ce pas? Maintenant, je pense que Charles va ajouter des corrections ou des observations. non, les observations sont très simples et c'est très clair dans l'édital ou dans les, les informations à remplir, par exemple. Donc, l'obtention de la bourse est gratuite. Ça, c'est qu'il faut déjà, faut y aller savoir, mais c'est gratuit entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on va toujours être appelé à dépenser, quels que soient les moyens, on va toujours dépenser. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement brésilien prend presque tout en charge. La bourse est payée pour 24 mois pour les étudiants de maîtrise et 48 mois pour les étudiants de doctorat. Donc, le montant varie en fonction de ton niveau scolaire, ton niveau académique. Donc, à la maîtrise, je crois qu'il y a un certain taux, il y a une certaine valeur. Et le doctorat aussi a sa valeur. Donc, la bourse est totalement gratuite. Le gouvernement brésilien prend en compte. Au niveau du pays, quand vous êtes encore au pays, c'est vous-même qui allez prendre votre argent, vous allez prendre vos engagements pour pouvoir vous rendre au Brésil. Parce que le Brésil ne vous prend qu'en charge que lorsque vous êtes déjà sur son territoire. C'est pour cela qu'il paye aussi le billet d'avion retour. Donc, il ne faut pas attendre que le Brésil t'envoie le billet d'avion pour te rendre ici au Brésil, étant au pays. Ça, c'est difficile. C'est presque impossible. Et ça ne fait même pas partie des clauses de la sélection. Donc, c'est ce qu'il faut savoir.
Donc, c'est toi qui te rends, toi l'étudiant, tu te rends et arrivé sur le territoire brésilien que les gars te prennent en charge. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok, je pense qu'on peut donc parler des montants. On peut donner une estimative du montant. Non, bon, ici, on parle pour le cas de la, de la maîtrise. On parle d'un montant d'environ 1500 reais par mois. Bon, après, il faudra convertir ça en francs CFA pour les pays concernés. Et 2200 reais par mois pour le cas de doctorat environ. Après, il faut convertir ça. Bon, la monnaie varie, mais c'est pour vous donner une idée des montants que l'étudiant pourra donc bénéficier si tout se passe comme prévu. D'autres observations à ajouter? Je crois que bon, les montants, je crois que ça varie aussi en fonction de la période. Bon, à mon époque, je crois que c'était 1200 à l'époque. Et je crois qu'il y avait aussi un réajuste en ce moment-là. Mais ça dépend aussi de la position du pays en ce moment. Donc, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Ça dépend. Donc, c'est vraiment important de lire et bien relire l'édital pour pouvoir savoir quelles sont les conditions que vous aurez lorsque vous serez au Brésil. OK. Donc, c'est bon. Bon, maintenant, ensuite, on va parler. Quels sont donc les critères utilisés pour la sélection des candidats? Donc, évidemment, il faut être originaire d'un pays qui figure parmi la liste des pays qui font partie du programme. Donc, ceux qui ont vu la vidéo du programme PECG ont eu la liste des pays concernés, n'est-ce pas? Des pays qui font partie du programme PECG et donc PECPG. Donc, on peut dire que les mêmes pays qui font partie du PECG sont les mêmes pays aussi qui font partie du programme PECPG. Donc, qui dit PECPG dit aussi PECG, n'est-ce pas? C'est le même, cette base-là ne change pas, n'est-ce pas? Les pays concernés sont les mêmes. Sauf erreur de ma part. Là, Charles pourra donc apporter des précisions par rapport à ça. Non, je crois que l'information est correcte parce que je crois que le programme existe depuis 1981 et je crois qu'il y a plusieurs pays africains qui font partie de cet accord de coopération avec le Brésil. Donc, il faut juste vérifier que son pays existe dans cet accord, fait partie de cet accord pour pouvoir se candidater. Donc, je ne pense pas Voilà. qu'il y ait de problème à ce niveau. Voilà. Mais concernant les candidatures au niveau du PG, on a remarqué que dans les pays francophones, le taux de participation était faible, était très faible. On peut prendre l'exemple, par exemple, l'exemple du Cameroun. Hein. Il y a très peu de Camerounais qui se sont candidatés pour avoir cette bourse-là. Donc, si je ne me trompe pas, il ne dépasse pas 10 sur un programme qui a déjà près de 29 ans d'existence. Je vois que c'est très peu. Donc, ce serait vraiment intéressant que les Camerounais s'y intéressent et qu'ils puissent participer à ce programme qui marche. Parce qu'on a déjà vu les fruits, on voit comment ça se passe et c'est vraiment un processus de haute qualité. Vous êtes dans de grandes universités de renommée aussi au Brésil, donc c'est à peu près OK. ça. On peut dire donc que toi-même, tu es un exemple pour marquer, donc au fait, pour prouver que ce n'est pas du bavardage ou Non, je suis un fruit de, Oui, oui, parce que je suis un fruit donc, de ce programme, donc j'ai expérimenté, j'ai vu et je peux conseiller à quelqu'un de le faire sans souci. Sans souci. Donc, je sais de quoi il est question. Donc, je crois que je suis bien placé quand même pour orienter certaines personnes à pouvoir participer de ce programme. OK, OK.
il y a une question pertinente qu'on m'a posée comme question, c'était par rapport à la limite d'âge. Je sais que pour le programme PEC-G, on a parlé d'une limite d'âge entre 23 et 24 ans, si je ne me trompe pas. Et pour le PEC-PG, est-ce qu'il y a aussi une limite d'âge pour maîtrise ou doctorat? Bon, je pense pas qu'à mon époque, il y ait une limite d'âge. Je pense pas que ça faisait partie euh, d'un prérequis. Donc, Ok. je crois que c'était beaucoup plus basé sur les études que tu allais faire. Donc, on suppose que les études que tu vas faire n'ont pas à voir avec l'âge, parce qu'on dit souvent que l'âge n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Oui, oui. Donc, je ne crois pas qu'il y avait les critères liés à l'âge. Je ne pense pas. Ok, ok. Donc, ça, pas mal. On va continuer donc. Bon, ici, il y a d'autres précisions. On dit bien sûr pour les critères utilisés pour la sélection des candidats. On a parlé d'être originaire d'un des pays qui figure dans la liste du programme, ne pas être brésilien ou binationaux avec le Brésil, ne pas avoir de visa diplomatique ou de permanence ou d'exercer une activité rémunérée, même si c'est vrai qu'on a apporté aussi une précision par rapport au programme PEC-G où il y a eu un changement. Avant, on disait que les étudiants du programme PEC-G ne pouvaient pas exercer une activité rémunérée. Mais maintenant, le jeune Abdul, qui a participé de la première vidéo qu'on a fait sur le programme PEC-G, nous a donc apporté cette précision que maintenant c'est possible de travailler. Donc, même si tu as la bourse, tu peux exercer donc une activité rémunérée. Et donc, on suppose que pour le programme PG, ça serait la même chose, même si dans la pratique, j'imagine que c'est quand même un peu plus compliqué parce que le travail ici n'est pas petit. Donc, l'étudiant sera submergé. Je ne sais pas si c'est vraiment conseillé de mélanger les deux, travail avec études, parce que ça risque de peser, surtout que pour bénéficier de tous ces bourses-là, on prend beaucoup en considération la performance. Et qui dit performance aussi dit consacration, consacrer son temps, dédier ton temps, se concentrer dans un truc. Donc, si tu te disperses, tes notes aussi risquent de chuter. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'un peu délicat. Mais c'est à l'étudiant d'analyser si ça vaut la peine ou pas. Mais je ne sais pas si à ton époque, par exemple, Charles, si c'était autorisé ou pas, travailler. Bon, sur la question des binationaux, les questions de permanence et tout ça là, je pense que quelqu'un qui se candidate à partir du pays, je crois qu'il n'a pas tellement ce type de problème. Donc, c'est peut-être pour quelqu'un qui était déjà sur place au Brésil qui peut avoir déjà un problème de permanence, de double nationalité et consorts, ou s'il est né d'un parent brésilien. Bref, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour quelqu'un qui est né ici. Mais pour celui qui est né là, dans un des pays du continent africain, bon, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Bon, au niveau du travail et études, ça a toujours été un problème parce que il faut vraiment être fort. Moi, je dis, il faut vraiment être fort pour pouvoir concilier les deux parce que ce n'est vraiment pas facile. Parce qu'au niveau de l'université, les gars, ils ne viennent pas, ils savent que tu es d'abord un étranger. Donc, tu dois d'abord mouiller le maillot. Tu dois mouiller le maillot. Donc, ce n'est pas des histoires de famille et tout, et tout. Donc, ils savent que tu es au front. Et toi, tu sais que tu es au front. Tu dois te battre. Et tu dois te battre pour avoir des résultats. Parce que ta bourse en dépend aussi. Parce que s'ils sentent que tes notes sont faibles, ils vont dire que, bon, que tu n'es pas dédié aux études que tu es censé mener, que tu es en train de faire d'autres activités. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de travailler et d'étudier. Et non seulement ça, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'université,
le programme des cours est très surchargé. Très surchargé. Et une autre difficulté qui s'ajoute encore, c'est que lorsque tu arrives, tu commences directement les cours. Donc, tu n'as pas un temps pour apprendre la langue. Donc, première barrière, c'est la langue. Deuxième barrière, c'est les cours que tu dois apprendre. Parce que moi, par exemple, j'ai presque fait tous mes cours en français. Et par exemple, les cours de mathématiques étaient difficiles. Combien de fois un cours de maths en portugais? Mais c'était terrible. Quand tu suis un cours de physique en portugais la première fois, c'est un choc terrible. Donc, tu dois plonger seulement dans tes cahiers et tes livres pour pouvoir étudier peut-être à une vitesse maximale pour pouvoir optimiser ton temps et être rentable le plus rapidement possible. Parce que si ton rendement baisse, c'est ta bourse qui se coupe. Et une autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives au Brésil, tu ne vas pas commencer à travailler directement. C'est difficile. Parce que même pour travailler, il faut pouvoir communiquer. Comment tu vas communiquer lorsque tu ne domines pas la langue? Donc, c'est un peu difficile. Il te faut avoir un petit temps d'adaptation. Et entre-temps, il faut payer le loyer, il faut monter, descendre. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Mais je crois qu'avec le temps, lorsque tu as un peu d'expérience, un peu de rouage, un peu d'économie que tu as eu avec la bourse, bon, si tu n'habites pas dans une ville aussi chère, si ton université ne se trouve pas dans une ville chère, tu peux quand même économiser un peu et pouvoir maintenant avoir une certaine flexibilité sur certaines choses. Mais je dis, de prime abord, concilier les deux n'est pas facile parce que euh, les professeurs aussi, ils exigent beaucoup des étudiants étrangers parce qu'ils savent qu'on est dédié, on est là que pour ça. Donc, ils veulent aussi le maximum de rendement. Donc, ce n'est pas facile de concilier les deux. Mais si quelqu'un peut le faire, il peut le faire. C'est vrai que ce n'est pas un travail que tu auras à long terme ou avec un gros salaire. Bon, c'est des petits, comme on dit souvent, des petits jonglages. Oui, oui, oui. C'est juste pour lier les fins du mois. Mais c'est pas vraiment quelque chose où tu vas vraiment t'enrichir. C'est juste pour avoir un petit pain le matin ou bien pour colmater les brèches. Donc, parce que tout ça est contrôlé. Tout ça est contrôlé. Même pas la police, c'est tout le monde, il s'est contrôlé. Ton gain mensuel est contrôlé. Parce qu'on sait que tu as un statut d'étudiant et tu ne peux pas dépasser un certain gain mensuel. Donc, c'est à peu près ça. Ok, merci pour ces précisions. Ça, c'est important. Bon, on dit aussi que l'étudiant doit avoir un certificat de langue portugaise, donc appelé cette base. Maintenant, c'est ce certificat-là, euh, il doit être, il vient avant, après, pendant. C'est la question que certains peuvent se poser lorsqu'ils exigent donc un document qui montre que, au fait, tu as fréquenté et puis tu es apte donc à t'exprimer un minimum dans un niveau X. Tu es capable de suivre les cours, tu es capable de t'exprimer, n'est-ce pas? Parce que c'est bien beau de dire que tu vas apprendre sur le tas. Tu peux bien apprendre sur le tas, mais à un moment donné, on va te demander quand même un document qui prouve et qui puisse vraiment attester que non, voilà, tu parles quand même, tu as fréquenté et tu es capable de prouver par un diplôme, par un certificat dans ce cas. Je ne sais pas si tu as... Bon, moi, quand j'ai fait le programme en 2012, ce n'était pas une exigence en tant que tel, mais il fallait parler portugais et il fallait savoir écrire. Mais ce n'était pas une exigence d'avoir le diplôme CELPE-BRAS, parce que celui-ci il est un peu officiel. Mais ce qu'on faisait, c'est quoi? Ce qu'on faisait un test au niveau de l'ambassade du Brésil au Cameroun. On faisait un test de langue et on corrigeait, on te donnait les résultats après pour savoir si effectivement tu as le niveau. Or, nous savons tous que
au Cameroun, à l'époque, il y avait très peu de centres de portugais. C'était très difficile d'en avoir. Donc, il fallait étudier sur Internet, il fallait télécharger beaucoup de choses, il fallait lire, et il fallait vraiment écrire. Et c'était pas des petites rédactions de je m'appelle, tu t'appelles et tout ça. Il fallait faire une rédaction logique, argumentée sur un thème d'actualité. Donc, c'était vraiment quelque chose où on voulait voir si vraiment tu es quelqu'un qui a une bonne logique. Mm. Donc, c'était à peu près comme ça que ça s'était passé. Et après, il y avait le processus de correction. Tout ça, là, c'était encore au pays. C'est-à-dire, tu n'avais même pas encore voyagé, rien, rien. Ils voulaient déjà avoir la preuve que tu sais au moins parler portugais avant d'enclencher le processus. Donc, tout ça, c'était avant. Donc, arrivé Donc, ici, au Brésil, il suppose déjà que tu es quelqu'un, un as du portugais et qui s'en sort. voilà. Donc, ça sous-entend aussi que la personne aussi doit courir, se débrouiller pour chercher à avoir un petit niveau là, un niveau quand même de base, une base solide en portugais, que ce soit en prenant des cours ailleurs ou on ne sait pas trop. Bref, qui se débrouille pour arriver avec eux-mêmes une base, n'est-ce pas? Et quand on parle même du portugais, on Exactement. précise que c'est le portugais brésilien. Parce qu'il y a le portugais du Portugal à ne pas confondre avec le portugais brésilien. Parce que, n'est-ce pas, ça peut provoquer la confusion dans la tête de certains. Mais le portugais du Portugal, ce n'est pas la même chose, même s'il y a beaucoup de similarités, ce n'est pas la même chose que le portugais brésilien. Ça, il faut le préciser aussi, n'est-ce pas? C'est Bon, le portugais brésilien, naturellement. Donc, c'est à peu près ça. C'est comme tu disais. bon, on a parlé aussi de l'inscription. On a dit que l'inscription est totalement virtuelle. Il y a les sites qu'on va même mettre dans les inscriptions. Dans la description de la vidéo, on va mettre les sites et tout ça pour faire l'inscription. Vous n'avez pas à payer pour faire ça, bien évidemment. Après, il y a tout un tas de documents qu'il faut avoir, qu'il faut chercher à avoir. On parle ici, par exemple, diplôme Bac plus 4 ou diplôme de maîtrise, traduite sous forme de traduction officielle en portugais, en anglais ou en espagnol. On parle aussi des relevés des notes académiques ou documents équivalents sous forme de traduction officielle aussi. Copie du certificat de langue en portugais, donc CECPBRAS. On parle aussi de carte d'acceptation d'une université euh, publique, bon, ici on dit fédérale, telle décrite par le PECG pour un cours de maîtrise ou de doctorat reconnu par la CAPES, qui est aussi un organe officiel reconnu ici au Brésil. On parle aussi de 2 lettres de recommandation de professeurs ou de spécialistes. Bon, là sont les points compliqués. Sont les points compliqués. Oui, oui, qu'il faut aller, il faut décortiquer. OK, Oui, OK. là-bas, il faut aller doucement parce que ça devient compliqué. OK, bon, revenons donc pour ces 2 premiers diplômes. OK, diplôme Bac plus 4 ou diplôme de maîtrise sous forme de traduction officielle. Ça, je crois que c'est bon. Relevé de notes Oui, académiques. OK, pas de oui, ça problème. aussi. Certificat de langue portugaise, CEPBRA, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure là. Oui, oui. Et donc, on va donc attaquer, mais j'ai l'impression que pour attaquer le deuxième point là, le point principal, il nous manque combien de Le, minutes? 2 minutes. Nous avons 2 minutes pour... Bon, je crois qu'en 2 minutes, on peut quand même aborder non, le... il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que lorsque tu montes les documents pour mettre dans le site de la CAPS, tu dois d'abord créer ton CV. Il y a le CV là sur la plateforme LATS. Donc, tu dois créer un CV en portugais, en langue portugaise, qui te décrit tes activités académiques. Donc, c'est sur ça qu'ils vont aussi se baser lorsqu'ils vont faire l'évaluation. Donc, c'est Mhm. ce que je voulais dire. OK, OK. L'autre point, c'était quoi?
Yeah. Ensuite, on parle de carte d'acceptation d'une université publique. Bon, voilà, la carte d'acceptation, c'est un autre processus. C'est qu'il faut entrer en contact avec un des professeurs qui sera ton encadreur et tu vois sa ligne de recherche. En fonction de sa ligne de recherche, tu établis un plan d'études que tu vas lui envoyer, il va valider. Donc, après la validation, c'est lui qui va faire le processus pour pouvoir t'envoyer la lettre d'acceptation de l'université. Parce que c'est l'encadreur qui fait avec le département d'études où tu iras, ou probablement tu iras, qui vont t'envoyer une lettre d'acceptation pour dire oui, on a accepté ton projet d'études et tu es apte à venir travailler avec nous. Alors, lorsque tu es donc accepté, tu vas pouvoir travailler avec cet encadreur qui t'a accepté, donc tu seras sous sa responsabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose où tu écris à une université et elle te répond. Donc, tu dois entrer en contact avec un professeur de cette université qui va te dire, bon, voilà, je n'aime pas trop ton domaine d'études, comme ça, arrange un peu comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque tu as fini d'arranger tout, il va dire, OK, bon, tu peux venir, voilà la lettre d'acceptation de l'université. Quand tu viendras, je serai ton encadreur. Donc, c'est un peu comme un thème de responsabilité de l'encadreur, en fait, et du département Ok, qui va t'accueillir. ok, ok. Donc, bon, là, le temps va finir. On va faire une petite pause. On va préparer la partie 2 de la vidéo. Donc, c'est ça.